Ce podcast a été enregistré à Pod Paris, le festival du podcast. Ce festival vous a plu ? Faites un don sur madgeek.fr. Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs, nous sommes en octobre 2024, vous écoutez un épisode spécial de Proxy Jeux qui est réalisé en direct et en public lors du festival Pod Paris qu'on remercie. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Flavien et je suis accompagné de deux camarades de Proxy Jeux. À ma gauche, BenoFX. Salut BenoFX. Salut Flavien, salut Pod Paris, salut la Bellevilloise. Et également, tout à ma gauche là-bas, il y a Julien. Salut Julien. 1, 2, 1, 2. Ah, celui-là marche. Celui-là marche. Impeccable. Voilà. Et ben bonjour tout le monde. Bonjour Flavien. La forme ? Toujours. Comme un dimanche. Voilà, comme un dimanche. Aujourd'hui, on a 50 minutes. Ce qu'on a choisi de faire, c'est de vous faire une espèce de condensé un peu de ce que propose Proxy Jeux sur son flux, puisqu'on est un podcast qui publie toutes les semaines, tous les vendredis. On a différents formats. Donc, on va essayer de faire des mini-formats, ce qui va pas être facile parce qu'on a l'habitude de digresser, mais on tiendra les 50 minutes. On remercie bien sûr Pod Paris, donc, qui a organisé l'événement et qui nous a invités, également la Bellevilloise, le lieu parisien dans lequel on a la chance et l'honneur d'enregistrer, qui a même une licorne empaillée dans la salle d'à côté. Je pense que c'est une vraie licorne empaillée. Rapidement, BenoFX, qui est le président de Proxy Jeux. Je te laisse dire vite fait ce que c'est Proxy Jeux, ce qu'on représente un petit peu. Ouais, présenté en 2 minutes un peu Proxy Jeux. Donc Proxy Jeux, c'est un podcast qui existe depuis 2011, qui a été créé par Olivier et Jérémy il y a déjà plus de 10 ans et qui s'est très vite agrégé en collectif. Donc aujourd'hui, on est entre 15 et 20, on est monté en association. Comme l'a dit Flavien, on diffuse un épisode tous les vendredis. On a plein de formats différents et l'objectif, c'est vraiment de parler du jeu comme un objet culturel, de parler des auteurs, des autrices, de parler de la chaîne du jeu, de parler de comment ça se crée, comment ça s'analyse, etc. Donc on a beaucoup de formats différents avec différentes approches. On a des chroniques, on a des formats plus analytiques, on a des formats un peu plus rigolos, on a des formats de débat, donc des formats d'interview aussi. On a beaucoup de formats différents. Et voilà, on est un podcast qui est aussi indépendant vis-à-vis de toute l'industrie du jeu de société. On tient à sa indépendance. On n'est pas on n'est pas financé ou sponsorisé par les gens de l'industrie. On garde une liberté de ton assez forte. Et on est présent aussi sur différents événements. Donc voilà, on essaye de garder un ton libre et d'avoir de proposer plein de formats différents et plein de contenus différents. Et donc, comme on suppose que peut-être à l'événement, il y a des gens qui sont pas forcément familiers de la richesse et de la diversité du monde du jeu de société en 2024, donc on vous propose, on a fait un sommaire où on va faire un mini dossier. Donc le dossier, c'est des formats qu'on a. Par exemple, on a fait sur le jeu vidéo et jeux de société, sur certaines adaptations de mécaniques, etc. Pas mal de choses. On a fait un mini dossier là qui va être notamment Julien et BenoFX qui vont vous parler un peu de ce que c'est le monde du jeu de société, en quoi est-ce qu'il est riche, en quoi est-ce qu'il y a de la diversité, en quoi c'est un objet culturel, un peu les approches qu'on défend chez Proxy Jeux. On aura ensuite le pour et le contre, c'est un format un peu débat où on prend un jeu et où on a quelqu'un qui est dans le camp du pour, quelqu'un qui est dans le camp du contre et un ou une arbitre. Ici, ce sera autour du jeu. On voulait pas le dire, mais en fait, c'est sur le sommaire. Donc on va dire. Alors, on vous demandera juste comment vous le prononcez parce qu'il y a 2 écoles. Donc, ce sera sur Ski ou Skyjo. Voilà. On a pris un jeu assez léger, un jeu assez mainstream aussi, justement, dans l'optique de ce festival. Ensuite, on fera un format qui est le T'as joué à quoi, qui est un format qu'on a mis en place il y a quelques années, qui dure une 30aine de minutes et où chacune on revient en 10 minutes sur un jeu. Ici, ce sera un format express où on aura à peu près 3 minutes chacun. Et si on a le temps, on fera un autour du jeu inversé. Le autour du jeu, c'est une chronique. Donc, on a un format chronique qui est très représentatif de la diversité de ce qu'on propose chez Proxy Jeux. Avec BenoFX, on fait autour du jeu, on prend un jeu de société et puis on propose des offres culturelles d'autres univers, des films, des séries, des BD liés à ce jeu de société. Là, on fera un truc inversé. Donc, vous pouvez commencer à réfléchir à une œuvre relativement mainstream. Allez pas chercher un truc trop obscur. Et vous nous donnerez une œuvre et on essaiera de trouver un jeu lié à cette œuvre. Donc, c'est un peu l'inversion du truc. Donc ça, c'est l'idée, si on a le temps, parce que d'habitude, on fait des émissions de 3-4 heures. Donc, voilà. Pas que, mais... Voilà, donc on fait en x2 de manière native, là. On va essayer de le faire très très vite. Donc, je propose, Julien, que nous passions au dossier. Le jeu de société, mais qu'est-ce que c'est ? Voilà, une question un peu généraliste. D'habitude, on fait des dossiers qui sont assez complexes. Et là, je pense que c'est bien de finalement parler du jeu de société de façon très très générale. On peut dire que le jeu de société, on peut le définir en 3 blocs. En gros, on a un premier bloc qui est un peu le jeu patrimonial. Donc, c'est le jeu finalement qui a été joué il y a très très longtemps, il y a des milliers d'années, en fait, à partir du moment de la création du jeu.
Petit à petit, on a arrivé sur les jeux classiques. C'est ceux qu'on a finalement parfois dans nos greniers. Je ne sais pas si encore des gens y jouent, mais ce qui est un peu le Monopoly, le Cluedo, ce genre de choses, qu'on fait un peu finalement une ambiance et une culture collective du jeu de société. Et aujourd'hui, on a des jeux qui sont beaucoup plus... Enfin, c'est ceux qui sont en train d'être vendus en ce moment, qu'on peut appeler les jeux modernes. Et on s'accorde grosso modo à dire qu'il y a un jeu qui a fait le levier entre le classique et le moderne, qui est Catan. Donc, je ne sais pas si des gens connaissent Catan. Le connaissez peut-être sous son ancien nom, les colons de Catan, Ouais. qui a évolué parce que la société évolue et les noms des jeux aussi. Ouais, et heureusement. Voilà. Ouais. Et donc voilà, donc il y a eu ce changement qui a été fait. Et nous, chez Proxy Jeux, on peut traiter de tous les jeux, de tous les blocs finalement qui ont créé le jeu. Mais on est surtout concerné sur le jeu moderne parce que il apporte quelque chose de plus qui est sa diversité, aussi bien sur ses mécaniques et sur ses thématiques. Et chez nous, c'est ce qui nous intéresse le plus. Et surtout que cette diversité amène à une question, chez nous on a répondu à cette question, qui est que le jeu de société est en fait un produit culturel, parce qu'il s'inscrit finalement dans une histoire et dans une diversité qui est suffisamment ample pour pouvoir définir que c'est un objet culturel. C'est aussi un produit industriel, un produit marketing, etc. C'est aussi un objet de vente. Qui a son circuit économique, mais c'est vrai que nous, ce qu'on défend, c'est l'angle culturel du jeu de société et par plein de leviers différents. D'ailleurs, en parlant de diversité et d'objets culturels, une petite question au public, à votre avis, chaque année en France, c'est combien de sorties en langue française de jeux de société si on compte les nouveautés, les rééditions et les extensions? À votre avis, c'est juste pour avoir un peu, voilà, pour que vous voyez un petit peu l'ampleur du phénomène, c'est combien de jeux de société, à votre avis, qui sortent chaque année en France? On sait aussi qu'on est sur Twitch, vous pouvez répondre sur le chat. Ouais. Et on salue Twitch au passage. On donnera vos réponses. S'il n'y a pas de micro, c'est pas grave. Si vous avez une idée. Vous nous faites un nombre de doigts. Un jeu, 5 jeux. 800 800, c'est pas mal, ouais. Il y a d'autres avis, d'autres opinions. 5000. Ah voilà, on a 800 et 5000. OK. Voilà, on est plus proche des 800, je pense, mais chaque année en France, depuis quelques années, on est entre 1000 et 1500 sorties en langue française. Donc, faut savoir que voilà, dans le monde, il y en a beaucoup plus qui sortent, mais en langue française, tous les ans, entre 1000 1500 jeux. Donc, nouveautés, extensions, rééditions. Donc, c'est quand même une offre qui est conséquente, sachant que contrairement peut-être à d'autres œuvres type un film ou un livre, etc., c'est aussi une œuvre à laquelle on va revenir plus souvent. C'est-à-dire un jeu, généralement on n'y joue pas qu'une seule fois, même s'il y a certains types de jeux où on y joue qu'une fois, mais c'est quand même une œuvre où on va revenir, on va faire plusieurs parties pour l'appréhender, voilà. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. C'est pour ça qu'il y a peut-être moins d'offres aussi que sur la littérature ou sur le cinéma, mais parce que on y joue plusieurs fois. On va pouvoir parler du coup de façon un peu globale, vous présenter comment on crée un jeu. Le jeu au début, tout le monde peut en créer, c'est un peu aussi ça qui est utile avec ce média et assez facilement. On part d'une idée. L'idée, on a communément l'habitude de dire qu'elle peut partir de 3 façons, soit sa mécanique, soit sa thématique, vous voulez parler d'une thématique particulière, donc ça va être quelque chose qui va être important de votre jeu, ou soit son matériel. Vous avez envie de faire un jeu avec des billes, et ben vous partirez de l'idée, je vais faire un jeu avec ces billes-là, et je vais essayer de trouver quelque chose qui va être lié. Une fois que vous avez votre idée, on va arriver à ce qu'on appelle le prototype, qui va être finalement l'élément physique qui va permettre d'aboutir à est-ce que mon jeu marche ou est-ce que mon jeu ne marche pas. Et à la fin, on lit quelque chose qui est très important avec le prototype, ce qui est la règle du jeu, qui va par exemple pour le cinéma, qui sera un petit peu comme le scénario, qui est un outil avec lequel on va pouvoir discuter et on va pouvoir améliorer les éléments du jeu pour savoir s'il marche ou il ne marche pas. Ensuite, une fois qu'on a cette idée, sachant que tout ça c'est très archétypal, évidemment, c'est pas aussi binaire que ça, et souvent les choses s'intermêlent soit au début, soit au cours du développement du jeu. Oui, tout à fait. Ouais. Une fois qu'on a notre idée, on va vouloir chercher quelqu'un, un acteur, qui va vouloir essayer de nous aider pour le produire. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'édition. Et donc là, c'est pareil. On va retrouver plein de façons de pouvoir éditer. Il y a plein de façons variées, avec des avantages et des inconvénients dans chacun. Le plus connu et celui qu'on va acheter la plupart du temps, c'est de passer par un éditeur professionnel qui va en gros faire tout le travail, qui va se servir des connaissances qu'il a du marché. Et sinon, on va pouvoir passer aussi sur du crowdfunding. C'est des choses qu'on voit aussi de temps en temps. En tout cas, voilà, il y a différentes façons de pouvoir essayer d'éditer son jeu. Sur cette partie-là, on est assez proche des métiers du livre finalement, avec un auteur qui va écrire quelque chose et qui va vouloir le proposer au public. Et il y a différents effectivement vecteurs pour proposer son œuvre au public. C'est ça. Et enfin, dernière chose, on a fait le meilleur jeu du monde. On a trouvé un éditeur qui veut bien le faire.
faire. Maintenant, il faut aussi le distribuer pour essayer de le partager à tout le monde. Et donc là, même topo, on peut faire une distribution par un professionnel ou par du crowdfunding, ou alors on peut même imaginer une distribution numérique qui coûterait finalement pas grand-chose, qu'on pourrait faire en envoyant un fichier à quelqu'un qui pourrait l'imprimer chez lui, etc. C'est aussi une forme de distribution qui aura un ampleur moins important, mais qui aussi a d'autres avantages selon le produit sur lequel on veut se diriger. Et enfin, les boutiques, en effet, qui permettent après, est-ce qu'on fait un partenariat avec telle ou telle boutique locale, est-ce qu'on va se diriger sur des grands supermarchés qui vont vendre le jeu, etc. Ça, c'est toute une question qui est liée à la production du jeu. Et comme on l'a dit, du coup, le jeu de société, c'est un média le jeu de société moderne, en tout cas, c'est un média qui est relativement récent. On l'a dit, c'est à partir des années 90, début des années 2000. Ouais, donc là aussi, il faut nuancer avec oui. les jeux des années 60 qui peuvent être considérés comme modernes, des diplomaties, des courriers. Mais c'est vrai que Catan est souvent vu comme un marqueur très important à partir duquel il y a une démocratisation de la façon de réfléchir à un jeu, du circuit de l'édition, de l'industrie aussi. C'est ça. Donc c'est une industrie qui est relativement récente et du coup qui commence seulement à se professionnaliser dans le sens où il n'y avait pas beaucoup d'instances avant qui pouvaient réunir les différents auteurs comme on peut l'avoir dans la littérature, qui peut réunir les différents éditeurs. Donc là il y a quelques chiffres aussi. Il y a plusieurs instances, associations, organisations qui sont créées très récemment. Il y a notamment la Société des auteurs de jeux en France qui réunit à peu près plus de 300 auteurs qui sont adhérents à l'association. Il y a l'UEJ, on dit souvent, c'est l'Union des éditeurs de jeux. Donc ça, c'est près de 200 éditeurs qui sont représentés en France. Il y a le groupement des boutiques ludiques aussi. Donc c'est vraiment les boutiques spécialisées jeux de société qui sont pas forcément ce qu'on appelle les grandes surfaces spécialisées, type Cultura, Jouet Club, etc. Donc ça, c'est près de 170 boutiques en France qui sont spécialisées jeux de société. Et il y a beaucoup d'autres organisations qui se montent aussi. L'année dernière, il y a la charte des illustrateurs et illustratrices ludiques qui s'est montée aussi pour un peu réunir tout ce qui est métier des illustrations spécifiques aux jeux de société. Il y a le réseau des cafés du ludique, il y a l'association des ludothèques françaises aussi. J'aime bien l'association des ludothèques françaises parce que du coup leur cycle c'est ALF et je trouve ça très rigolo. Ensuite, on va pouvoir vous montrer quelques petits exemples en fait, pour montrer la diversité qu'on peut trouver dans les jeux. La première, on va partir finalement de l'idée qui était est-ce que je fais un jeu par rapport à sa mécanique. Et donc, on vous a pris 3 petits exemples. Donc, par exemple, Dominion, peut-être certaines personnes connaissent, donc qui apporte cette idée de deck building, donc le fait que on va prendre des cartes de façon différente, on va les garder, on va s'en séparer de certaines, et on va essayer de faire des combinaisons dans nos mains pour essayer de faire le plus de points possible. C'est souvent les points qui vont dominer. Ouais, vous connaissez sûrement plus Magic. Voilà, dans les années 90, Magic, on prépare son deck avant la partie, ensuite on le met en place et on essaye de battre son adversaire. Dominion, on fait ça, mais pendant la partie. Donc on enlève toute la partie. Je passe 25 ans à faire mon deck, il marche pas, et je repasse 25 ans à l'affiner. Et du coup, ça se passe dans une partie de, selon le nombre de personnes autour de la table, 30 à 60 minutes. Et la construction du deck, pour l'optimiser, elle est inhérente au jeu. Et ça, c'est une mécanique qui a été presque inventée en 2008. Et l'invention de mécanique, c'est quelque chose d'extrêmement rare quand même. Ouais. C'est plus souvent on réutilise, on redynamise, on associe différentes mécaniques entre elles. C'est pour ça que celui-là est un exemple, même s'il se base effectivement sur du Magic ou autre, très très important à ce niveau-là, quoi. Après, on vous montre aussi Jaipur, qui est un autre jeu un peu connu sur le thème sur la mécanique de la collection, où on va récupérer certains, donc c'est des diamants, je crois, dans Jaipur, qui vont nous permettre de faire aussi des combinaisons, mais donc c'est l'effet de récupérer quelque chose pour s'en servir plus tard. Et enfin, une mécanique aussi qu'on voit beaucoup et qui est assez populaire aujourd'hui, donc on voit beaucoup dans les cafés-jeux, qui est les jeux à scénario, ou on pourrait dire à histoire, même si c'est pas vraiment à histoire, on va plus dire à scénario, sur lequel on va vivre quelque chose qui est proposé par l'auteur. Donc en tout cas, on se retrouve avec plein de mécaniques. Là, c'est un exemple, mais en fait, si vous êtes sur un site spécialisé qui vont vous montrer les mécaniques, il y en a des centaines. Oui. Et voire même le jeu de pli, la belote, c'est du jeu de pli, c'est une mécanique. Ouais. Voilà, c'est juste un tout petit aperçu de quelque chose d'assez vertigineux. Hein. Si on s'y plonge, après on y passe des heures et on fait un podcast dessus. Voilà. On a même des débats sur les mécaniques. Après, quelle mécanique est vraiment une mécanique, ça peut devenir très complexe. Autre élément de la mécanique, on a donc la thématique, c'est ce qu'on avait vu au tout début pour la création du jeu. Donc là, c'est pareil, encore 3 petits exemples assez simples. Le jeu abstrait, qui est vraiment un pan presque à part finalement des thématiques, qui est finalement un jeu sur lequel on va pas
ce qu'on appelle coller une mécanique, donc c'est-à-dire se dire, je sais pas, je vais mettre des petites fées pour faire joli. Non, là on se dit un thème. On va se dire non, moi ce que je veux c'est des puits en bois, c'est aucun dessin, en tout cas pas des dessins forcément très évocateurs, et on se concentre sur la stratégie, parce que le jeu finalement ne peut être traité que de façon abstraite pour être vraiment traité dans sa profondeur. Donc voilà, ce sont les jeux abstraits. On a le Château de Bourgogne qui, même s'il a une thématique, et c'est là où il y a une différenciation entre thématique et illustration, reste un jeu abstrait parce que les éléments sont toujours visibles. Enfin, il y a plusieurs petites mécaniques qui font que on appelle toujours ça quand même un jeu abstrait, même si c'est avec une thématique. Ouais, attention, il y a les jeux abstraits en termes de mécanique, type les échecs, c'est les jeux à information totale et connus à l'avance. Ouais. Là, on parle vraiment de thématiques abstraites, c'est-à-dire de jeux non thématisés. Et encore sur les échecs, ça peut se discuter, hein. Ouais. Mais sur des quartos, des choses comme ça. Là, le côté plaqué, c'est en gros, c'est des thèmes interchangeables. On a mis les châteaux de Bourgogne, d'ailleurs. C'est pas du tout la Bourgogne, voilà, et c'est une blague récurrente depuis la sortie du jeu. L'auteur de ce jeu-là, Stéphane Feld, c'est un professionnel de ça, où il revisite ses jeux, il change les thématiques. Ça montre bien qu'en fait, ça n'a aucun impact sur le ressenti de jeu, mais que c'est des choses interchangeables. C'est pour ça qu'on parle de trucs plaqués. C'est on en plaque une, on réfléchit le truc. Ah, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ah vas-y, les châteaux de Bourgogne, c'est pas mal. Ok, cette année, maintenant les châteaux de la Loire, boum. Voilà, d'où le côté truc, le thème plaqué. Après, on a ce qu'on peut appeler les thèmes intégrés. Donc, on a pris un jeu qui est assez important dans l'histoire du jeu, qui est Root, parce que c'est un jeu qui a réussi à détourner, à parler politique à travers finalement une thématique avec des petits animaux. Tout mignon. Donc en fait, on se rend pas forcément compte qu'on est en train de jouer à quelque chose de social et de politique. Il détourne un peu finalement son sujet, et si on l'enlève cette thématique-là, en fait, le jeu n'a plus aucun intérêt. Donc vraiment, les deux sont liés, et donc on peut dire que cette thématique est tellement importante qu'elle est vraiment intégrée au jeu. L'un est lié forcément au deuxième. Et enfin, j'ai un autre exemple, parce que j'en parle parce que c'est peut-être pas celui qu'on voit le plus souvent, qui est le politique. Donc Watergate, où l'idée c'est de refaire l'affaire de Nixon. Et donc c'est finalement une thématique qui va vouloir parler d'un sujet pas important, politique existant. Voilà, c'était un petit exemple en plus pour vous montrer qu'il y a aussi des jeux qui peuvent paraître un petit peu moins drôles forcément et qui vont s'inscrire plutôt dans le réel. Mais du coup, les thématiques, peut y avoir les pirates, l'horreur. Enfin, n'importe quel. Après, l'intégration de la thématique, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est voir si elle sert le propos du jeu, si le jeu déjà développe un propos comme dans Root, ou si c'est juste du cosmétique et de l'habillage. Et après, on va peut-être passer un petit peu plus vite du coup sur les deux dernières catégories, mais effectivement sur la diversité, on a aussi des jeux qui peuvent être plus courts ou plus longs. On a des jeux qui peuvent durer 5-10 minutes et d'autres qui peuvent durer 3-4 heures. Donc ça, c'est là, il y a deux exemples. On est même à 8-9 heures pour Total Iris. Ouais. Donc, et après, là, il y a la configuration des joueurs aussi, donc des jeux qui peuvent se jouer seuls, jusqu'à des jeux qui peuvent se jouer à très nombreux, compris pour les jeux de société. Donc, les jeux solo ayant explosé, alors c'est pas quelque chose de si récent que ça en vrai, mais avec le Covid, etc., le confinement, les gens ont cherché des choses pour s'occuper seuls. Aussi, sur le jeu solo. Société. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus accepté de jouer en solo. Alors que moi, le premier, tu remontes il y a 10 ans, je disais oui, mais si je veux jouer tout seul, je joue à un jeu vidéo. Alors qu'en fait, si tu joues à un jeu de société en solo, c'est qu'il y a des raisons que tu fais qui sont pas les mêmes que de jouer à un jeu vidéo tout seul. Quoi. Ouais. Tout ça pour dire qu'en fait, cette diversité qu'on a vue très très rapidement, on pourrait y passer des heures, renforce l'idée que le jeu est un objet culturel parce qu'il s'inscrit finalement dans cette grande diversité et cette évolution au fur et à mesure du temps, aussi bien passé, présent que les innovations qui vont arriver. Voilà, donc ça conclut le dossier. On a un tout petit peu débordé déjà, mais c'est pour dire que ça, c'est des dossiers thématiques sur lesquels on peut parler des heures, et vous trouverez sur le Proxylus du coup des dossiers un peu plus pointus qui creusent le sujet, différents sujets du jeu de société. Du coup, on passe à le pour, le contre maintenant, qui est un autre format de Proxy-jeu. Donc, il y a le pour et le contre consacré à Skijo. Alors, rapidement dans la salle, levez la main ceux qui ont joué à Skijo ou Skyjo. Levez la main ceux qui disent Skijo. Levez la main ceux qui disent Skyjo. Voilà. Et les gens qui aiment maintenant. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas. C'est serré. C'est bien. Eh ben, on va voir. À la fin, vous pourrez voter selon les arguments de Ben et de Julien qui vous a le plus convaincu. Donc, Skijo, grand succès, dont les ventes aujourd'hui en France dépassent celles du Uno, par exemple. Voilà, c'est vraiment
le jeu que plein de gens ont chez soi, que si vous allez dans un Airbnb, vous avez des chances de trouver. C'est un jeu objet culturel, donc on cite les auteurs, etc. L'auteur et illustrateur, c'est Alexander Bernhardt. C'est un jeu qui a été édité par Matt Gilano, qui se joue de 2 à 8 pour environ 8 ans et plus, qui dure une trentaine de minutes. Il faut savoir que c'est un jeu qui a connu des suites, soit pour le public plus jeune, Skijo Junior ou Skijo Action. Vous avez vu, je dis les deux, comme ça je respecte les deux obédiences. Il y a une petite légende urbaine là-dessus sur la chaîne du Passe-Temps, qui est une chaîne connue de YouTube en France, où Simon, donc aujourd'hui gérant du Passe-Temps, a fait à un moment le forcing sur le jeu, etc. et qu'il a contribué au fait que ça devienne un jeu mainstream. Alors, quelle part de légende, quelle part de vérité là-dedans, je vous laisse juger. En tout cas, il faut savoir que Skijo, en fait, c'est un jeu qui se base sur un jeu traditionnel qui est le jeu du golf. Et qui justement a très très bien marché dans Skijo malgré son habillage. On parlait de thématique, etc. Là, il fait le choix de n'avoir aucune et d'être moche. Enfin, en tout cas, c'est on reparlera que ce soit moche. Et qui a eu du coup plein de suites en fait. C'est un système traditionnel, le jeu du golf. Qui joue avec un jeu de 54 cartes classique. C'est ça. Sauf que Skijo ayant marché, tous les éditeurs, etc. essayent d'avoir leur Skijo parce qu'évidemment, eux, leur but, c'est de faire de la thune. Il n'y a pas de secret. C'est une industrie, donc leur but, c'est d'avoir de l'argent, au-delà de proposer des produits culturels et qui apportent du plaisir. Donc, on voit depuis la sortie de Skijo et son succès, Hilo, H-I-L-O, qui est sorti chez Gigamic. On voit plus récemment chez BZ Games Scram, qui réinvente un peu ça qui réutilise ça de manière intelligente. Decal, qui est sorti cette année. Plein de dérivés où on voit qu'il y a une envie de surfer sur ce genre de choses. Rapidement, c'est un jeu de cartes où on récupère des cartes, on les rajoute dans son tableau de 4x3. On essaie d'avoir le moins de points à la fin de la manche parce que les points, c'est pas bien. La personne qui a le moins de points à la fin de la partie gagne la partie. Et le fameux Skijo, c'est quand on arrive à faire une colonne de 3 cartes identiques, ça permet de dégager ces cartes-là. Et ces cartes, elles ont des valeurs dessus. Donc si j'en dégage 3, ça me fait moins en termes de valeur totale sur le tableau. Donc c'est cool. Voilà. Rapidement, vos avis. Julien, tu commences. Toi, tu incarnes le camp du contre. Du contre. Ouais. Pourquoi moi je suis pas spécialement pour Skijo, donc plutôt je suis contre. Déjà, je pense que c'est un jeu qui globalement est assez paresseux parce que je pense que son succès marche parce que justement il est très très simple à prendre en main, mais que cette simplicité l'empêche finalement de faire naître des sensations plus intéressantes et surtout, je pense que c'est un argument qui vient assez souvent, c'est que c'est un jeu qui repose énormément sur le hasard parce que on a nos cartes devant nous. On les a pas choisies, on va les retourner au fur et à mesure, et finalement, les cartes qu'on a grosso modo dans notre mode de départ, dans notre zone de départ, ça va être grosso modo à peu près ce qui va nous rester par rapport à la fin de partie, sachant qu'on va pouvoir se défausser de ces cartes. Mais voilà, je trouve qu'il y a un aspect trop hasardeux et un peu feignant dans le jeu. Ben ouais, c'est que tu représentes le pour. Incroyable. Alors pourquoi je pense que Skijo est un bon jeu, c'est parce que justement, tu parles de hasard, mais le hasard c'est aussi ce qui va créer de l'émotion, ce qui va créer un petit peu de tension, et c'est ce qui marche bien dans Skijo, c'est on a cette tension, cette émotion de savoir si on va retourner une bonne carte ou pas, savoir si on va réussir notre Skijo justement ou pas. Et c'est un jeu qui est accessible et rassembleur, c'est-à-dire que on peut y jouer avec n'importe qui, on peut mettre sa grand-mère et son petit-fils autour de la table, et voilà, c'est un jeu qui est rassembleur et qui génère des émotions, et n'est-ce pas ce qui compte au final dans la pratique d'un jeu dans la vie même. Dans la vie, avoir des émotions, c'est pas mal. C'est ça. Alors rapidement, peut-être sur l'espace de choix que réserve le jeu. Toi, tu parlais de hasard. Toi, tu disais que on peut peut-être gérer un peu ce hasard-là, et qu'il n'est pas omniprésent. Il y a notamment la question de la fin de manche. La fin de manche dans Skijo, on va la déclencher et au moment où on la déclenche, en fait, il y a un tour de jeu encore pour tous les autres, et qui ont donc une chance de faire moins que nous. Et s'ils font moins que nous, alors on a un malus. Donc il y a une espèce de prise de risque de ce point de vue-là. Peut-être ça introduit une notion de tempo. Est-ce que je la déclenche? Est-ce que j'attends, etc. Julien, sur la question de la fin de manche, justement, du tempo. Là, c'est un peu le même. En fait, je trouve que ça met en exergue vraiment la problématique du hasard et de l'aléatoire. C'est que, importe finalement si on a, entre guillemets, bien géré son tableau par rapport aux autres et sa fin de partie, le fait qu'on ne voit pas ces cartes au début et qu'on va devoir les retourner pour prendre connaissance des valeurs des cartes fait que on est indirectement amené à la fin de partie. Et si on laisse des cartes toujours invisibles, on va les révéler à la fin, on va se dire voilà, j'ai un 12, donc je prends 12 points, ce qui est énorme, c'est la plus grosse carte du jeu, je crois, 12. Ouais. Mais du coup, il y a toujours cette part de hasard de se dire je peux prendre connaissance de mes cartes, je peux améliorer mon plateau, mais en même temps, c'est toujours le hasard qui va définir ma prise de risque de est-ce que je veux
me désynchroniser pour ne pas finir la partie avant les autres. Et donc, on revient finalement sur cette idée que la main de départ est une main hasardeuse qui va déséquilibrer finalement le jeu avec ses partenaires. Le tableau de départ, ouais. Tu voulais parler de Cabo, qui est un jeu plus ancien, qui reprend aussi un peu ça, qui est un peu différent, qui a des petits pouvoirs. C'est ça. C'est là où en fait moi je me dis, Skijo c'est pas un mauvais jeu, mais c'est juste qu'il y a tellement mieux pour pas plus cher en fait, c'est les mêmes prix dans la même catégorie de jeu. Et Cabo c'est à l'inverse, c'est un jeu où on a que 4 cartes, mais ces cartes on va pouvoir les voir visibles de temps en temps, on va pouvoir les cacher, on va pouvoir les échanger. En fait, il y a plein de petits pouvoirs qui font que on a beaucoup plus de contrôle et que l'aléatoire des 4 premières cartes qu'on n'a pas choisies est gommé parce que justement, on va pouvoir faire des changements dans tous les sens. Et le twist de Cabo que je trouve vraiment cool, c'est que la fin de partie est déclenchée quand une personne estime soi-même avoir la meilleure main. À partir de là, il dit Cabo. Et les gens ont le droit de jouer un tour de plus pour essayer d'améliorer un petit peu leur main. Et on révèle et on regarde qui a gagné. Mais du coup, cette façon de déclencher la partie, c'est pas le hasard et puis le timing global de la partie qui va créer cette fin de partie. C'est vraiment un choix stratégique que je trouve du coup beaucoup plus intéressant que sur Skijo. Moi, je vous invite vraiment. Alors, il n'est pas disponible en français pour l'instant. Il est en appli gratos. Scram chez Béziers Games, qui est un Skijo en équipe avec des pouvoirs. Et où quand on défausse des cartes, on peut défausser celles de ses potes. Mais si des fois on n'en connaît pas, on peut essayer. Mais si ça marche pas, on a des pénalités. C'est super. C'est un peu plus complexe que Skijo, mais je trouve que ça revisite vraiment super bien la proposition. Ben, toi sur justement cette fin de partie. Ouais. Alors du coup, moi je ne dénie pas qu'il y a des meilleurs Skijo, mais là le sujet du débat c'est Skijo, c'est pas de savoir si Cabo ou Scram c'est meilleur que Skijo. Mais sur Skijo, ouais, en fait, vous parlez beaucoup d'aléatoire et de hasard, mais Skijo offre quand même beaucoup de phases où on a un contrôle de ce hasard, ou en tout cas on a la sensation de contrôler ce hasard, parce que c'est quand même le joueur qui choisit s'il va retourner une carte ou pas, s'il va échanger une carte ou pas. Donc certes il y a beaucoup de hasard, mais le hasard est quand même dans la main des joueurs, dans les mains des joueurs, et c'est les joueurs et les joueuses qui décident de ce tempo, qui décident quand ils veulent avancer dans la partie, qui décident quand ils veulent au contraire ralentir et optimiser ce qu'ils ont déjà pour maximiser leur chance de faire un score le plus faible possible. Donc je trouve qu'il y a quand même cette sensation de contrôle. Et c'est ce qui fait que l'équilibre entre l'aléatoire et la sensation de contrôle est suffisamment intéressant pour que on ait envie d'y retourner. C'est-à-dire que si on a raté notre coup, si on a eu un coup de malchance qui fait que le truc s'est pas bien passé, on a envie de se dire je vais essayer de jouer autrement, ou je vais peut-être accélérer plus, je vais peut-être temporiser plus pour réussir à faire le meilleur tableau possible. Et c'est ce choix ou ce sentiment de choix à avoir, enfin en fonction de ce qu'on peut ressentir, qui fait que on a envie d'y revenir à Skijo. Mais c'est un terme évocateur parce que du coup tu utilises le mot chance et malchance, et du coup c'est vrai que c'est un jeu sur lequel je pense qu'on peut être satisfait si on aime cette sensation de se dire je prends ma chance ou je prends pas ma chance. Mais ça peut ne pas du tout correspondre du coup à des gens qui comme moi n'ont pas envie de tout contrôler. Voilà, ouais. ou du moins d'avoir des mécaniques qui permettent de contrôler ce hasard. Le hasard est pas un problème, c'est même un vecteur intéressant en sensation, mais c'est au moins le contrôle. Et là le contrôle est assez peu effectif finalement dans le jeu, parce que même si tu prends le choix de retourner telle ou telle carte, derrière c'est toujours une pioche qui va définir la valeur de la carte que tu récupères. Donc on se retrouve toujours dans l'idée que on joue sur différents hasards, mais qui restent des hasards dans tous les cas. Sur la partie contrôle et contrôle de la grille, moi je trouve justement que la réalisation d'un Skijo, donc réussir à aligner trois cartes dans une colonne qui ont la même valeur, il y a un aspect tactique à ça, puisque en fait tu sais que les gens vont plutôt se débarrasser des cartes fortes. Tu sais que comme il faut avoir le nombre de points le plus faible possible, les gens qui vont avoir des 9, 10, 11, 12 dans leur grille, ils vont plutôt s'en défausser. Donc il y a un aspect prise de risque, encore une fois, qui est une prise de risque, donc qui est au risque, haute récompense, ou justement se faire avoir. Mais du coup, tu sais que tu peux essayer de partir sur des stratégies, sur des petites tactiques. C'est pas de la stratégie parce que c'est pas vraiment à long terme, mais c'est plutôt de la tactique. Sur une tactique qui va dire je vais essayer de faire un Skijo avec une valeur forte. Je sais que les gens vont s'en débarrasser, donc je sais que les cartes seront disponibles à la pioche, et du coup je vais viser ça pour me débarrasser complètement d'une colonne. Et si tu arrives à enlever une colonne, ça te réduit quand même drastiquement la valeur. Sauf si c'est une colonne de 0 ou de -1, -2, c'est encore pire. Oui. Sachant qu'il y a effectivement une évolution des probabilités potentielles
Au fur et à mesure de la partie, tu peux compter un peu ce qui est tombé, etc. Et tu peux. C'est du potentiel. Ouais. Moi, je le fais pas. Mais il y a ça, et il y a aussi, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que des fois, tu pars sur une idée, tu vises le skijo de 12, et tu sens que la fin de partie approche, et là, du coup, tu fais le choix quand même de dire non, j'abandonne ce skijo parce que c'est trop dangereux. Ouais. Donc là, tu as une fenêtre de choix quand même. Mais est-ce que tu pourrais pas directement partir sur l'idée de se dire je vais faire un tableau sans risque avec des petits points? Et en fait, c'est souvent, j'ai l'impression, ce qui marche. La prise de risque me semble pas très équilibrée dans Skijo, et j'ai l'impression que souvent c'est à double tranchant et souvent très perdant. Mais c'est ce qui rend la réussite de cette prise de risque aussi satisfaisante. C'est-à-dire que c'est comme la prise de risque est très risquée, c'est la définition. Ouais. C'est quand tu l'as réussi, tu as aussi un sentiment de satisfaction qui est fort, autant que le sentiment de frustration quand tu ne le réussis pas. Et les sentiments de frustration et de satisfaction, c'est aussi ce qui sont moteurs d'y retourner et de d'y rejouer. Ouais. Je parlais. Et sur justement, dans les fenêtres de choix, il y en a une qui est importante, c'est ce que tu laisses à ton voisin de gauche. Ouais, c'est l'observation. Puisque tu prends une carte et soit tu la poses dans la défausse, quand on prend une carte, on peut prendre celle face cachée de la pioche ou la première face visible de la défausse. Donc ce que je mets moi dans la défausse, mon voisin de gauche immédiat va pouvoir la prendre. Ben, là-dessus, toi, tu voulais peut-être justement parler de cette fenêtre de choix-là et de... Alors là, c'est le seul point sur lequel j'émettrais un bémol, c'est que cette fenêtre de choix et ce côté stratégique et observation des voisins marche beaucoup mieux quand on joue à 2 ou 3 joueurs, parce qu'en fait, il va y avoir beaucoup moins d'interaction et d'interruption par d'autres personnes que quand on joue à 8. Je pense que Skijo est un bien meilleur jeu à 2 ou 3 personnes qu'à 5 à 8, quoi. Parce que de 5 à 8 joueurs, on aura beaucoup moins de contrôle, beaucoup moins de main sur le tempo et sur ce que vont faire les autres. Parce que en fait, il y a une carte que mon voisin a pu mettre qui m'intéresse, mais en fait, comme j'ai 3 autres ou 4 autres personnes qui vont jouer avant moi, je suis sûr de pas la récupérer. Bah oui, de toute façon, c'est que celle de ton voisin de droite que tu peux récupérer. Moi, c'est un jeu que je conseillerais vraiment à moins de joueurs que 8. Alors c'est bien que ça puisse jouer à 8 parce que voilà, c'est rigolo, mais ça a un aspect complètement différent à 2 et à 8. Il y a un aspect beaucoup plus chaotique à 8 et il y a un aspect beaucoup plus tactique, je trouve, avec beaucoup plus de contrôle à 2 ou 3 joueurs. Moi, le problème, c'est que je trouve que c'est des jeux qui ont cette particularité que si son adversaire de gauche, enfin de droite, du coup, est très observateur et veut jouer dans l'idée de bloquer, dans le contre, on crée forcément un déséquilibre. Donc en fait, il joue pas pour lui, il joue juste pour empêcher l'autre. Et même dans une partie à 3 joueurs, qui est le minimum auquel on peut jouer, je crois, avec 2, tu peux jouer à 2. Ouais. En tout cas à 3, et ça va forcément renforcer la personne qui décide de jouer ses propres points. Et donc, on se retrouve dans l'idée qu'il faut avoir des joueurs qui ont la même idée, qui est soit de jouer vraiment que pour soi, ou soit de jouer vraiment par rapport aux autres et par rapport aux grilles des autres. Et en fait, c'est assez rare de trouver des configurations comme ça qui marchent. La plupart du temps, il y a toujours un joueur qui un peu plus la gagne, qui est un peu plus ceci, quelqu'un qui va être un peu plus déconcentré, qui va faire autre chose à côté. Enfin, Skijo en plus étant un jeu dit un peu d'ambiance, même si je n'ai pas l'impression que ça soit un jeu. Non, c'est pas, on rigole pas des masses. On rigole pas des masses, on est d'accord. Non, c'est pas. Mais en tout cas, on n'a pas besoin de se focus dessus comme un jeu de stratégie en se disant il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Donc il y a forcément quelqu'un qui va commencer à parler un peu de sa journée et c'est cool. En même temps, pour moi, c'est peut-être l'avantage de Skijo, c'est de pouvoir faire autre chose à côté. Tu bois le café en même temps, voilà. Tu manges une activité sociale. C'est l'activité sociale. Mais du coup, on juge pas l'activité sociale, on juge Skijo. Donc voilà, c'est ça qui est un peu différent. En tout cas, pour moi, il y a un déséquilibre par rapport justement à l'implication des joueurs dans une partie. En tout cas, quand même, sachez qu'il y a des mauvais coups à Skijo, ça c'est sûr. Ah oui. Et du coup, ça montre que tu as pris sur le jeu quand même, puisqu'il y a des mauvais choix. Il y a des choix où tu as un certain contrôle quand même. Ouais. Laisser certains trucs à ton voisin de gauche ou ta voisine de gauche, tu le fais pas. Et ça montre quand même un jeu qui a des bons ou des mauvais coups, même si c'est à des moments très réduits. Il y a plein de moments dans Skijo où tu vas jouer de manière assez automatique, etc. Mais il y a quand même les moments où tac, tu récupères et tu dis là, il faut que je fasse ça ou il faut pas que je fasse ça. Et tu vois, là, ça te ressent sur le jeu. Ouais. Vraiment, et c'est 5% du temps, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait du 95 qui reste? C'est ça. Alors, vous l'avez vu, Skijo, et peut-être, si vous avez regardé la vidéo d'Inoxtag, les 2 heures, combien? Je sais pas. De Kaizen. Nous, on a juste vu qu'il y avait Skijo dedans, voilà. Nous, on s'aperçoit. Ouais, ça, c'est des formations professionnelles. C'est quand on regarde une série ou n'importe quoi, dès qu'on voit un jeu de société, c'est quoi, ils jouent à quoi, on connaît. Pas professionnel, on n'est pas professionnel. Mais, oui. Et du coup, juste, ça montre que Skijo, dans la popularisation du média, puisque Skijo est un jeu moderne, quand bien même il se base sur un jeu traditionnel, c'est un élément aujourd'hui qui permet d'amener des gens dans le jeu de société. Je l'ai dit, dans les Airbnb, etc. On trouve plus que le Scrabble, le Monopoly, on trouve aussi les Skijo. Et contrairement à beaucoup d'autres produits dans Kaizen, justement, ce n'était pas un placement de produit. C'est vraiment, ils jouaient à Skijo, il n'y avait pas d'opération marketing de l'éditeur ou quoi.
Et rapidement, ouais, sur la manière dont ça a le vecteur. Alors, c'est une autre question, peut-être qu'un bon ou un mauvais jeu, mais sur vecteur, disons, d'amener des gens via un jeu qui pourrait être pire. Peut-être. Je sais pas. Bah ouais, moi je pense que Skijo dans le monde du jeu de société, il fait plus de bien que de mal. C'est-à-dire que effectivement, on pourrait avoir un jeu grand public qui est beaucoup plus abouti, qui a beaucoup plus de travail. Trio, par exemple. Voilà, Trio. Enfin, mais qui sont des jeux qui marchent bien aussi, moins bien que Skijo. Mais je pense que Skijo amène certaines personnes aussi. En fait, Skijo, soit les personnes se contentent de ça et de toute façon ils seraient pas allés vers d'autres jeux naturellement, que ce soit Skijo ou autre chose. Soit justement Skijo, les titis, ils trouvent ça intéressant et ils veulent retrouver des sensations de jeu similaires et ils vont aller s'intéresser aux jeux de société, aux médias de manière générale, aux médias jeux de société de manière générale, et ils vont aller vers justement des trios, des jeux de cartes un peu similaires qui se jouent rapidement, qui sont potentiellement, je le reconnais, meilleur que Skijo, mais Skijo, je trouve que c'est aujourd'hui une bien meilleure porte d'entrée que des jeux qu'on pouvait avoir il y a quelques années, des Monopoly, des choses qui sont très longs, qui sont très engageants, qui sont pétés aussi, qui sont parfois mécaniquement claqué, un peu claqué. Donc je pense qu'aujourd'hui je préfère avoir comme porte-étendard du jeu de société, comme ambassadeur du jeu de société, un Skijo qu'un Monopoly ou un pire la bonne paye ou tous les dérivés du jeu de loi, quoi. C'est un peu la théorie du ruissellement, finalement. C'est un peu ça, ouais. Moi, le truc. Mais là, ça marche. C'est que, pour moi, Skijo, c'est pas un mauvais jeu. C'est pas réellement un mauvais jeu, mais c'est juste que je suis un peu triste de voir que c'est finalement celui-là qui est devenu le porte-étendard quand on sait qu'il y a beaucoup d'autres jeux qui sont bien plus quali. Et je trouve que, si fondamentalement je peux vraiment être contre Skijo, c'est plutôt par rapport à la place de l'influence des influenceurs et du buzz finalement qui peut exister et qui, je trouve, Skijo est vraiment l'un des meilleurs exemples. Je trouve que c'est dommage finalement que on parle autant de Skijo, qu'il est invisibilisé beaucoup d'autres jeux et que on arrive à un moment où finalement les influenceurs et les magasins qui sont aussi des influenceurs s'ils décident de l'être n'apportent pas un aspect plus critique au jeu Skijo, même s'ils veulent le vendre derrière, mais qu'on est plus sur l'idée de se dire comme c'est le jeu qui marche en ce moment, faut qu'on en parle absolument. Et donc il y a ce côté algorithmique qui se met en œuvre et on ne parle que de ça sur les réseaux sociaux. Et du coup, je trouve que il y a un petit côté un peu triste de se dire que il suffit d'avoir la bonne personne au bon moment pour en parler, sans qu'il y ait aucun aspect critique derrière, et que ça devienne un monument, et que petit à petit, ça s'inscrive comme étant un classique. Donc on retrouve maintenant Skijo à côté du Monopoly. Et pour moi, c'est ce que je trouve le plus dommageable finalement dans l'histoire de Skijo, quoi. Ouais. Sachant que les gens pointus sur le jeu de société en termes de médias, que ce soit sur YouTube ou quoi, ne parlent plus de Skijo aujourd'hui. Non. Oui. C'est à l'époque, mais aujourd'hui, c'est juste que tu le vois effectivement sur des personnalités beaucoup plus mainstream, ce qui est pas grave, dans l'absolu, au contraire, ça permet de toucher d'autres personnes. Mais ce qui montre que ça infuse, en fait. Ouais, bien sûr. Mais ça s'est fait relativement naturellement. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas eu une opération commerciale de l'éditeur qui a placé son produit chez tous les influenceurs, je suis d'accord. Moyennement financement, etc. Malgré lui, c'est devenu un énorme succès. Et d'ailleurs, je crois que c'est l'auteur, c'est son tout premier jeu. Donc je pense que c'est pas quelqu'un de très établi, etc. Non. Et puis ils ont pas fait de la communication par les visuels. Non. Bon, du coup, on refait un petit tour de la salle, savoir si. Ouais, alors après ces arguments de haute volée, n'est-ce pas, qui a envie là tout de suite de jouer à Skijo plutôt qu'à autre chose? Non mais là, t'as orienté la question. Ah, j'ai orienté la question. Merci, moi, je fais ça. Merci monsieur. Et qui n'a vraiment plus envie de jouer à Skijo, il va mettre sa boîte dans la cheminée. Non, l'offrir. À quelqu'un qu'on n'aime pas trop. Ah, non, en fait, on a plus on a réussi à mitiger les opinions de chacun. On était à 50-50, on est encore à 50-50. Ouais, mais avec beaucoup plus de ne se prononce pas. Vous aviez de trop mauvais arguments, messieurs, normalement. C'est peut-être ça le problème. On va passer au T'as joué à quoi? On va vous parler de 3 jeux très très vite. Et on a plus que 2 minutes chacun là. Ouais, vas-y, go, Captain Flip. Ben. Alors, donc t'as joué à quoi? C'est à quoi j'ai joué dernièrement. Et dernièrement, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Captain Flip, donc qui est un jeu de Remo Conzadori et de Paolo Mori. Paolo Mori qui est un auteur italien assez connu dans le milieu, et qui est illustré par Jonathan Auconte et qui est édité chez Playpunk. Playpunk, c'est un nouvel éditeur qui vient de se créer, donc qui vient de sortir Captain Flip, mais un nouvel éditeur monté par des gens très expérimentés dans le milieu du jeu de société. Et donc dans Captain Flip, chaque joueuse est un capitaine d'un bateau pirate et va devoir recruter le meilleur équipage possible. Et du coup, l'équipage est sous forme de tuiles. Donc on a des tuiles avec des petits équipages et différents membres d'équipage. Il y a le cuistot, il y a le charpentier, il y a la canonnière,
il y a différents archétypes comme ça de personnages. Et donc on va tirer une tuile, on va la poser sur la table et les tuiles sont recto verso. Mais on va pas regarder en fait le verso, on va regarder que le recto pour le moment. Et on va choisir si on place cette tuile ou pas dans notre bateau. Et il va falloir choisir où on la place aussi, ça aura son importance. Il y a différentes colonnes qu'on remplit du bas vers le haut. Et si la tuile nous plaît pas, on peut dire je la retourne. Je la flip, Captain Flip, et dans ce cas, j'ai pas le choix. Je vais devoir placer le personnage et qui est sur le verso de la tuile. Et du coup, comme ça, il va falloir optimiser son placement parce que les différents membres d'équipage vont rapporter plus ou moins de points ou des bonus, etc. Et donc, il va falloir faire le meilleur choix possible et faire des meilleurs choix que les autres. Il y a un petit peu d'interaction aussi sur certains éléments. Sur la fin de partie. Voilà, sur la fin de partie aussi, il y a une forme de course parce que dès que quelqu'un a rempli 4 colonnes, la partie s'arrête. Puis il y a aussi des bonus sur certaines colonnes. Et donc c'est un jeu qui est très simple aussi. Alors il y a un peu les pouvoirs et tout, mais c'est des pouvoirs qui restent très simples. C'est un jeu très simple, très efficace, très accessible. En parlant de jeux, on va dire, qui pourrait démocratiser le média, Captain Flip, c'est vraiment un jeu que je vous conseille en ce moment. Beaucoup de plaisir. Il y a un peu de hasard, mais c'est contrôlé aussi. Et on peut jouer avec tout le monde. Et vraiment, Captain Flip, très cool. Ouais, je me joins à cette recommandation. Incroyable jeu de sortie cette année. Trop bien. Julien, toi, tu vas parler d'un jeu peut-être que vous ne trouverez pas dans vos boutiques préférées. Non. C'est un petit slide qui change. Donc c'est un print and play. En ce moment, moi, je suis un peu dans le délire d'essayer de trouver des jeux qui sortent un peu du trajet basique qu'on voit chez les distributeurs et les magasins, etc. Donc c'est le print and play. L'idée, c'est que vous imprimez chez vous un jeu qui est proposé par un auteur. Ça peut être payant ou gratuit, mais 99% du temps, c'est quand même gratuit, même si quand c'est payant, c'est pas grand-chose généralement. Oui, voilà. Après, ça dépend. Disons qu'on va dire c'est une dizaine d'euros, mais ce qui finalement est assez peu dans le monde du jeu de société, clairement. Donc là, vous l'imprimez. Et pourquoi Koi ? Du coup, donc c'est un jeu, je le dis quand même, de Erif Nezi Savi. Pourquoi Koi m'a tapé dans l'œil ? Parce que l'idée, c'est que il se sert d'une contrainte qui est une contrainte matérielle, où il se dit, je vais faire un jeu avec la même carte que je vais imprimer 18 fois. Donc il n'y a qu'une seule carte, imprimée 18 fois. Donc on est sur une contrainte matérielle avec cette idée de se dire, eh bien, de cette contrainte, je vais essayer de créer un imaginaire qui va me donner une mécanique, etc. Finalement, c'est ce qu'on a vu au tout début, une mécanique ou un matériel peut amener à la suite. Et donc là, l'idée, c'est que sur une carte, c'est un jeu 2 contre 2. Sur une carte, on a une case rouge, enfin on a 2 cases rouges à chaque joueur qui vont rapporter des points. Et on va regarder quand on a placé toutes les cartes, quelles sont les zones. Je vous fais pas le détail des points, mais en tout cas, quelles sont les zones rouges ou vertes qui restent sur le plateau et qui vont faire ces points. Le truc assez cool, c'est que à chaque fois qu'on place une carte, on doit la mettre par-dessus ou par-dessous de l'existant. Ou alors même entre les deux. Mais en tout cas, il faut toujours que les cartes puissent se toucher. Donc on va créer finalement une sorte de petite ville comme ça qui va bouger. Et il y a cet esprit qu'on appelle du tir à la corde. C'est-à-dire que quand on va placer une carte, on va faire hypothétiquement tant de points. Mais comme l'autre va pouvoir remettre sa carte par-dessus, il va nous retirer des points. Donc on a un jeu de construction, on déconstruit, on reconstruit, et donc on est sur des micro-optimisations qu'on fait du long de la partie, qui est un sentiment assez cool. Et dernière petite chose qui fait vraiment le twist, c'est que les cartes, on ne peut pas les empiler toutes les unes sur les autres, parce qu'on pourrait très bien prendre les cartes et puis mettre les 18 les unes sur les autres. Ça n'aurait pas grand intérêt. Là, c'est que sur chaque carte, il y a une case haut. Et cette case haut, on ne peut jamais mettre une carte par-dessus. Ce qui fait qu'on obtient comme ça petit à petit des patterns qui sont protégés. Et donc toute l'idée, ça va essayer de se trouver des endroits pour pouvoir mettre ces maisons, en tout cas ces cubes de sa couleur, pour pouvoir les protéger à côté de cases haut, pour empêcher l'autre de pouvoir se placer, etc. Donc je trouve que c'est un jeu qui est déjà très très minimaliste et qui brille par le fait que, avec une idée très simple, il a réussi à créer une mécanique qui marche, qui est assez profonde et moi personnellement qui m'a beaucoup convaincu. Donc voilà, donc Koi, si vous pouvez le télécharger sur internet, c'est gratuit. Cherchez Koi jeu de société ou Koi board game peut-être, ce sera peut-être plus simple en anglais. Et c'est sur Board Game Geek. C'est sur Board Game Geek, qui est un site de référencement anglophone où il y a vraiment une grosse banque de données, des fichiers, etc. C'est ça. Et toi, Flavien, t'as joué à quoi ? Moi, je vais vous parler de Dropalter dans cette gamme de jeux chez On Games. Vous connaissez peut-être les plus connus, c'est Insider ou Deep Sea Adventure, par exemple, qui sont très chouettes tous les deux. Toute petite boîte, bien remplie. C'est ça. Là, c'est un jeu. Alors, c'est une boîte d'édition japonaise. C'est souvent des auteurs japonais. Là, c'est Paul Schulz, qui n'est pas japonais, illustré par Rie Komatsuzaki et Jun Sasaki, et donc édité chez On Games. C'est localisé en français, donc c'est en français, hein, au dos il y a Main contre fantôme, voilà, sachez-le, par Pixie Games.
L'idée, c'est qu'on va essayer de gagner 5 points. 5 points. Les points, on les voit sur les images. Pour les gens qui ont les images, c'est les grelots. Les grelots. Et l'idée, c'est que à son tour, on va avoir les objets qu'on voit sur les images. Là, il y a un cube, il y a une espèce de clé, un coquillage, etc. On les a dans une main. On a le droit d'utiliser qu'une main. On fait 3, 2, 1. On révèle une carte qui va nous dire les objets qui doivent tomber de cette main. Précisément. Donc, ça peut être un cube, une clé, un coquillage. Et ça veut dire qu'avec juste ma main, il faut que je me triture la main comme ça pour essayer de faire tomber exactement ces objets. Si j'ai fait tomber exactement ces objets avant les autres, je prends le fantôme qui est au milieu de la table, je le mets devant moi, ça me fait 1 point. Le but, c'est d'arriver à 5 points. Là où c'est super cool, c'est que les points, c'est les clochettes. Les clochettes, on les rajoute dans sa main. Il ne faut pas les faire tomber. Ça vient parasiter la main. Si je fais tomber une clochette, elle est perdue. Et donc, petit à petit, comme ça, les clochettes qui sont petites, qui en plus font du bruit. Donc, au début, on secoue, on entend les clochettes teinter, ce qui ne sert à rien, à part en termes de mise en scène. Elles vont se mettre... Enfin, ça se sent. Et si on a les mains qui deviennent moites, elles deviennent de plus en plus moites au cours de la partie. Mais elles vont se glisser là, entre les doigts ou au sein d'un objet. Il y a aussi une petite bague. C'est insupportable. On est là, on dit, vas-y, tombe le cube. Et on n'y arrive pas. On fait tomber une clochette à la place. En plus, on n'a pas de point. On a perdu 1 point et c'est l'autre qu'on a pris 1. Voilà. Il y a 2 choses, moi, que je retiens du jeu. C'est vraiment ce côté très tactile. C'est vraiment de la motricité extrêmement fine où on utilise uniquement sa main. Il y a une variante où on n'a pas le droit de regarder sa main, où il faut le faire la main vers le bas. Donc là, on est vraiment uniquement sur la motricité. C'est intéressant parce que le jeu de société, c'est un objet physique. On a l'habitude d'utiliser le toucher dans le jeu de société, mais c'est rarement conscientisé. On est rarement à se dire, waouh, là, je tiens une carte, c'est fou. Là, c'est vraiment, tout est centré sur la physicalité de l'objet. Et il y a ça, il y a le système de ce qu'on appelle un système de catch-up, puisque plus on ajoute des clochettes à sa main, plus c'est difficile et plus les autres ont des chances de nous rattraper. C'est un moyen super élégant parce que c'est transparent. Souvent, il y a plein de petites mécaniques dans les jeux de société où on essaye comme ça de faire en sorte que les derniers puissent rattraper les premiers. Là, c'est inhérent au système même de jeu. Donc voilà, vraiment très très original au niveau de la sensation et vraiment très 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 sympa. Et un bon travail sur l'édition aussi parce que les objets qu'on a dans la main ont des textures différentes. Faut que ce soit les bons, ouais. Voilà, il y a des qui sont en bois, en plastique. Du coup, c'est pas le même toucher. Quand on émoite des mains, c'est pas les mêmes qui collent. Enfin, en gros, il y a vraiment un travail où là, on se dit, en effet, il faut vraiment réfléchir le matériel de façon totale. Et je trouve que ce jeu s'en sort très, très, très bien là-dessus. Et je vous passe le thème. On vous a dit qu'il y avait du thème là. Voilà. On finit vite fait le autour du jeu inversé. Si quelqu'un a une œuvre. Il nous reste 5 petites minutes pour le autour du jeu inversé. Donc, autour du jeu, on rappelle, c'est une chronique dans laquelle généralement Flavien et moi, on prend un jeu de société et on va décliner toutes les œuvres culturelles, films. Pas toutes. Non, pas toutes. Mais on va décliner des œuvres culturelles, films, séries, littérature, bande dessinée, musique qui peuvent avoir un lien avec ce jeu. Et là, on vous propose de faire un autour du jeu inversé. Vous nous proposez une œuvre culturelle suffisamment connue pour qu'on ait la référence quand même. Et on va essayer de vous conseiller ou de vous proposer un jeu qui rentre dans ce champ d'œuvres culturelles. Donc je sais pas si vous avez des idées, si vous voulez nous donner une œuvre culturelle. Ça peut être un film, une série, BD, une série, quelque chose de très connu. Est-ce que vous connaissez Retour vers le futur? Oui, Retour vers le futur. Vas-y, Ben, je suis sûr que tu as une idée. Retour vers le futur, le premier truc qui me vient, ce serait Time Stories. Ouais, pareil. Donc Time Stories, c'est un jeu dans lequel on va... ce serait aussi proche de Code Quantum, puisque c'est un jeu dans lequel on va représenter des agents du temps qui vont essayer d'aller régler des problèmes dans le continuum. Et donc on va être un personnage qui va s'incarner dans une personne de l'époque dans laquelle on va après résoudre souvent une petite enquête ou c'est assez proche du jeu de rôle guidé, du jeu de rôle guidé où on va aller interroger des personnes. Jeu de rôle, mais sans avoir besoin d'incarner, il n'y a pas besoin de roleplay. C'est plus qu'on va s'incarner dans un réceptacle et où, selon les scénarios, on va être soit dans notre temps, soit dans une ligne alternative du temps. Ça peut être du médiéval, du futur, etc. Et on va le dérouler. Alors, c'est un jeu coopératif. À scénario, donc. Qui peut prendre quelques heures, mais il y a un module de sauvegarde si on veut le faire en plusieurs soirées. Qui était très intéressant dans son concept. On peut revenir sur sa réalisation. Mais... Il y a plein de scénarios, ouais. Quelqu'un d'autre a une idée d'œuvre? Conan le Barbare. Il y a un jeu Conan. Ouais. Conan le Barbare, il y a énormément de jeux sur la thématique de Conan. Il y en a un qui est sorti il y a pas si longtemps, justement, qui est un jeu à l'américaine, Ameritrash, comme on dit, où on va lancer des dés, déplacer des personnages, des jeux à scénario aussi, mais où la particularité c'est que le jeu est joué par, on va dire les méchants du jeu sont joués par un joueur. Donc c'est un joueur, c'est asymétrique, c'est un joueur qui va jouer tous les personnages méchants contre tous les autres joueurs qui vont jouer les personnages de l'univers, les héros héroïnes.
héroïnes de l'univers de Conan. C'est un jeu qui a pas mal fait parler parce que c'était un gros Kickstarter à l'époque de plusieurs millions, avec etc. beaucoup de figurines très chères. Avec tout le bien et le mal que ça engendrait, quoi. Des figurines par centaines, de la production plastique, des projets en retard, des projets non livrés. Sachant que la qualité du jeu est quand même pas mal remise en cause depuis. Les gens se sont enjaillés parce qu'ils avaient mis 500 balles dedans. Moi, le premier, je l'ai revendu 500 balles plus tard, donc ça me va. Mais donc c'est difficile parfois de dire non, j'ai payé 500 balles, mais c'est quand même pas terrible. Et du coup, il y a souvent un emballement comme ça quand c'est du financement participatif et où c'est un peu. Et ils ont quelques années plus tard, ils ont réutilisé le même système de jeu dans la gamme Batman, du coup, avec l'univers Batman. Dernière œuvre. Il y avait une autre œuvre. Alien. Ouais. Julien, t'as une idée qui te vient? Non, je connais pas trop moi les jeux à licence, donc pour le coup. Ouais, mais même sans que ce soit une licence, quelque chose que ça t'évoque. Moi, j'ai Argo. Ouais, vas-y. Donc Argo, qui est un jeu. C'est coopératif ou semi-coopératif, dans lequel en fait on est une bande d'explorateurs spatials dans un vaisseau et justement on cherche à échapper à une créature et justement c'est semi-coopératif parce que la créature peut justement prendre possession de certains joueurs qui passent du côté du coup méchant. Il y a ça, il y a Not Alone aussi, dans le même genre. En asymétrique, où là, comme tout à l'heure dans Conan, quelqu'un qui va incarner la bête et d'autres qui vont incarner les autres. Et où c'est un jeu, j'y ai jamais joué encore, mais. Not Alone, ça est plutôt bien. Ouais. C'est ça un jeu. correspondre à Alien aussi, Julien. Ouais. C'est pas tant. Après, il y a pas ce côté finalement symbiote ou autre qui prend le contrôle. On est vraiment plus sur la symétrie. Il y a une côté chasse à l'homme un peu. Ouais. Ah oui, il y a de côté, la bête. Oui, c'est vrai. Il y a un peu plus côté chasse. Sinon, il y a le jeu de rôle Alien qui est assez connu, qui a pas mal marqué ces derniers temps. On arrive sur la fin. Merci des propositions d'œuvres. Merci également de nous avoir écoutés. Merci aussi à Twitch qui était là. Merci à la Bellevilloise encore une fois. Merci à Pod Paris pour l'invitation. On souhaite bon courage aux émissions suivantes. Et si ça vous a plu, voilà, Proxy Jeux, comme dit, on propose pas mal de choses. Donc on a un site, on a des réseaux sociaux comme à peu près tout le monde. Le site c'est podcast.proxyjeux.fr, proxy avec un i et non avec un y comme c'est souvent le cas, et jeu avec un x parce qu'il y a plusieurs jeux. Merci Julien. Merci à tout le monde, c'était cool. Merci Ben. Merci Flavien. Et merci encore une fois à vous et à bientôt sur Proxy Jeux ou ailleurs. Et surtout, on a le petit truc. Jouez bien.